Donc effectivement, alors je n'ai pas de conflit d'intérêt. Effectivement, la prise en charge des fascites nécrosantes est un peu un modèle de prise en charge hospitalière multidisciplinaire, puisque effectivement, il va falloir, dans un premier temps, c'est ici, voilà, faire un diagnostic. Ça, c'est le travail du clinicien, quel qu'il soit. On peut avoir besoin, on y reviendra, d'examens complémentaires. Le microbiologiste, éventuellement le radiologue seront impliqués. Il faudra, si c'est bien une fascite nécrosante, opérer le malade. Et donc, il y a un rôle évident du chirurgien et de l'anesthésiste. Il y a une phase de soins post-opératoires qui est lourde pour la charge de travail des personnels soignants. Et là, les infirmiers et infirmières sont en première ligne. Et puis, l'après-phase aiguë, où la reconstruction et la réhabilitation du patient est également essentielle. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire, complexe. Complexe pourquoi? Parce que c'est une maladie rare, donc il y a souvent un retard diagnostique. C'est une maladie grave, ce qui implique qu'un retard de prise en charge adapté sera préjudiciable aux patients. Et puis, c'est compliqué parce que la prise en charge est hétérogène. Hétérogène parce que tout le monde ne dispose pas du même plateau technique. Les compétences des différents centres sont variables en fonction du recrutement et que viennent se greffer là-dessus un certain nombre de difficultés logistiques. Alors pour illustrer ça, quelques petits exemples. Un premier cas où le diagnostic était somme toute assez facile, un monsieur d'une quarantaine d'années qui a des lésions de gangrène de l'extrémité du pied, et puis vous voyez sur lesquelles apparaissent ces lésions au niveau de la jambe, une large bulle hémorragique, un érythème autour de cette lésion, et quand on palpe le membre, on a une crépitation historique. Le patient a une hyperleucocytose à 30 000, une hyperlactatémie, il y a des coccygrammes plus dans son liquide de bulle. Le diagnostic de fascite est évident d'un point de vue clinique. On a même la chance d'avoir une radio de membres qui retrouve un emphysème sous-cutané. C'est plutôt un diagnostic très facile et vous voyez pourtant que ce patient n'a été pris en charge, antibiotiques et chirurgie, que 24 heures après son admission aux urgences. Et donc là, c'est essentiellement les facteurs logistiques qui ont perturbé sa prise en charge. Ici, c'est un diagnostic difficile. Vous voyez, une patiente cirrhotique sous corticoïdes qui est admise pour un choc septique sans porte d'entrée évidente. Elle a des marbrures assez diffuses. Puis finalement, on ne retrouve pas de porte d'entrée. On trouve qu'elle a quand même un œdème du dos du pied marqué. On fait venir les plasticiens pour discuter de l'explorer chirurgicalement. Ils ne sont pas chauds. Ils mettent un coup de bistouri ici, ça saigne, ça les rassure. Et puis 12 heures après, voilà l'aspect de la jambe. Vous voyez qu'il y a une nécrose cutanée qui est apparue. Vous voyez la cicatrice qui saignait la veille, là elle est en pleine nécrose, c'est dire la valeur de ce test au bistouri. Et cette patiente ne va être opérée que 12 heures après son admission à l'hôpital et va décéder dans les 24 heures. C'était difficile cliniquement, mais la prise en charge a été également difficile. Parfois, on est un peu meilleur, le diagnostic n'est pas facile, mais on s'en sort bien. Un homme de 70 ans qui a un choc septique, pas de porte d'entrée évidente, une jambe un peu rouge, mais rien de très impressionnant. Puis quand on y regarde de plus près au niveau du genou, en regard de la rotule, il y a un petit pertuis. Il était tombé sur le genou 15 jours avant et s'était méché lui-même. Comme le patient va très mal, 6 mg de noradrénaline, qu'on ne trouve rien d'autre, on le passe rapidement au bloc opératoire et c'est effectivement une fascite nécrosante à streptoa. Et 3 jours après, le patient est extubé. Tout ça pour vous brosser un peu le spectre de toutes ces formes cliniques, vous voyez, assez hétérogènes des fascites nécrosantes qu'il va falloir prendre en charge de façon rapide et adaptée. Alors, il faut commencer par faire un diagnostic. Alors, on l'a vu, il y a des formes évidentes et des formes frustres. Juste pour vous rappeler que dans les études qui ont voulu décrire de façon précise la sémiologie de ces infections nécrosantes de la peau et des parties molles, eh bien, il n'y a pas une sensibilité parfaite des signes les plus classiques, comme l'issue de pus, qui est présente dans moins de la moitié des cas. Même la douleur n'est présente que dans 70% des cas. Et les signes classiques historiques, comme la crépitation, vous voyez que c'est 1/3 des cas. Quant à la nécrose cutanée, on est dans 1/3 des cas, voire moins. Donc ne vous attendez pas à avoir des signes évidents cliniquement de nécrose cutanée. Ils sont très inconstants. Ici,
par exemple, c'est assez évident, vous avez une bulle hémorragique, c'est un très bon signe de fasciite nécrosante. Et puis cet aspect de purpura échymotique, de marbrure fixée, avec des zones pâles livédoïdes, il faut aller au bloc opératoire. Ici, vous avez une zone de nécrose cutanée, il faut absolument explorer cette patiente. Et ici également des bulles hémorragiques, encore une fois, très bon signe. Ici, il y a certes un tableau clinique assez bruyant, c'est rouge framboisé, c'est très douloureux, c'est inflammatoire, c'est typique d'un érysipèle. Ici, on a une forme un petit peu plus atypique avec un purpura pétéchial, ça se voit tout à fait dans l'érysipèle. Donc là, c'est l'état général du patient qui va guider la prise en charge. Cette diapositive pour insister sur le fait que le retentissement systémique est un élément qui est indispensable à évaluer, surtout lorsque la sémiologie cutanée est peu contributive. Et vous voyez dans cette petite série que seuls les patients qui avaient une infection nécrosante de la peau et des parties molles, comparativement à ceux qui avaient un érysipèle, avaient un sepsis sévère ou un choc septique. Donc jusqu'à preuve du contraire, quand il y a une instabilité hémodynamique, il faut en faire une infection nécrosante. Je ne dis pas qu'on aura toujours raison, mais en tout cas, il faut être dans cet état d'esprit-là. Y a-t-il une place pour l'imagerie lorsque la sémiologie n'est pas très contributive et que le patient est rassurant cliniquement? On peut discuter certains examens. Les radios standards, elles sont très peu intéressantes. Certes, dans les 10% de cas où on retrouvera du gaz, c'est spécifique d'une fasciite nécrosante, mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas contributif. Le scanner a un intérêt essentiellement pour les infections nécrosantes pelvipérinéales, puisque dans ce cas précis, on va vouloir préciser le mécanisme, la porte d'entrée de la fasciite. Est-ce que c'est une porte d'entrée digestive, urogénitale? Donc, il est incontournable. Par contre, dans les fasciites des membres, c'est un examen qui est peu utile, voire qui a tendance parfois à rassurer à tort les cliniciens. Évidemment, il est un petit peu plus sensible que la radio standard pour montrer la présence de gaz, mais je dirais que c'est son seul intérêt. L'échographie, pas de place chez l'adulte. Donc s'il y a un examen à faire, encore une fois, chez le patient qui a une forme clinique peu contributive et qui est rassurant en termes de retentissement hémodynamique, ce serait plutôt l'IRM. Encore faut-il y avoir accès et que le radiologue sache acquérir les séquences spécifiques, dites en suppression de gras. Ce que vont regarder les radiologues, c'est un épaississement de l'aponévrose musculaire de plus de 3 mm dans cette séquence particulière, et après injection de gadolinium, l'absence de rehaussement de l'aponévrose. Franchement, les situations où il y a besoin de l'IRM sont assez rares. Bien entendu, dès que le diagnostic est suspecté, il faudra initier une prise en charge médico-chirurgicale en urgence. Il y a des recommandations révisées récemment par l'IDSA. Et vous voyez qu'en ce qui concerne les antibiotiques, eh bien, on commence par nous dire qu'il faut commencer par appeler le chirurgien. Sous-entendu, l'antibiothérapie n'est qu'un traitement adjuvant de la chirurgie dans ces maladies. Non pas qu'il faille le négliger, mais c'est vraiment un complément de traitement. Je ne vais pas m'étendre trop sur la stratégie antibiotique. Grosso modo, il faut que l'antibiothérapie soit à large spectre. Il y aura une bêta-lactamine à spectre assez large et on associera parfois de la clindamycine, comme c'est recommandé. L'essentiel du traitement, c'est la prise en charge chirurgicale, en ayant en tête que l'un des principaux éléments du traitement que vous pouvez modifier pour améliorer le pronostic de vos patients, c'est de raccourcir le délai de prise en charge opératoire. Ça a été suggéré par certaines études observationnelles. Le chirurgien va devoir faire généralement plusieurs débridements pour retirer l'intégralité des tissus nécrosés. Donc, il faut être dans une approche dite de seconde look, c'est-à-dire que le premier bloc, on enlève 80% de la nécrose et d'emblée, on programme un bloc H24 pour faire le premier pansement. Ça permettra au chirurgien d'ajuster, de faire les débridements complémentaires qui seront très vraisemblablement nécessaires. Donc, qu'attend-on d'un chirurgien? Qu'il soit disponible en urgence, si possible qu'il soit expérimenté et, comme je viens de vous le dire, qu'il puisse effectuer des débridements multiples. Alors, il faut opérer, oui, mais il faut opérer vite et bien. Alors, pour le vite, il y a le problème du transfert. Et donc, certaines études, encore une fois observationnelles, suggèrent que de transférer ces patients est plutôt préjudiciable puisque vous allez retarder la prise en charge opératoire et par là même pénaliser vos patients. Et vous voyez que
les chirurgiens qui ont écrit ce papier disent qu'il n'y a pas de raison de transférer dès lors qu'on a un bloc et un chirurgien, puisque il ne faut pas grand-chose pour opérer une fasciite, il faut un chirurgien, un bloc opératoire, et que le débridement n'est pas considéré être une technique difficile. Ça, c'est un chirurgien qui le dit. Donc eux, ils sont plutôt pour opérer vite là où se trouve le patient. Et puis, on a d'autres données, ce sont des données issues du PMSI national, plus de 1200 fasciites, et vous voyez que les centres qui ont un gros rond, ce sont ceux qui ont eu un volume d'activité important, et vous avez ici une échelle de couleurs. Plus la couleur est claire, plus la mortalité est basse. Et donc, grosso modo, plus les ronds sont gros, plus la couleur est claire. Donc, il y a quand même un lien entre le fait de prendre en charge beaucoup de ces patients et leur mortalité diminuée. Et ça sort également en analyse multivariée. Donc là, il faut un petit peu de jugement clinique. C'est évident que si vous pouvez transférer très vite un patient dans un centre excellent, pourquoi pas. Par contre, si le transfert va être long et que le centre en plus n'est pas particulièrement réputé, je crois qu'il faut probablement faire le premier débridement sur place. Il faut évidemment coordonner les différents acteurs, ce qui n'est pas chose facile. Vous voyez que dans une enquête qu'on avait réalisée, on mettait en évidence que la plupart des centres n'étaient pas vraiment préparés à accueillir ces malades. Un référent chirurgical n'était désigné que dans moins de la moitié des cas, même dans les centres qui déclaraient prendre le plus de fasciites en charge. On retrouvait encore moins fréquemment de référents médicaux désignés a priori pour s'occuper de ces patients. Et dans un gros tiers des cas, les répondeurs à cette enquête déclaraient qu'il y avait un certain retard de prise en charge opératoire. Enfin, dans un tiers à la moitié des cas, il y avait des transferts de patients, justifiés ou non. Les cliniciens rapportaient également que certains facteurs avaient, selon eux, un impact important sur le retard à la prise en charge opératoire. Le premier facteur, c'était un retard diagnostique. Et le deuxième facteur, c'était un problème de décision opératoire, c'est-à-dire essentiellement un problème de communication avec les chirurgiens. Est-ce qu'une chirurgie de second look était réalisée systématiquement? C'était vrai dans moins de la moitié des cas. Donc il faut avoir un algorithme de prise en charge, il faut s'organiser. On a une suspicion clinique de fasciite, on met des antibiotiques, on adresse ou non le patient en réanimation selon le retentissement systémique. On discute avec les acteurs concernés au lit du malade. Soit le patient doit aller au bloc opératoire parce qu'il a une sémiologie de nécrose cutanée évidente ou parce qu'il est grave. Dans ce cas-là, dès le lendemain, on programmera un passage au bloc pour un débridement supplémentaire, on ajustera l'antibiothérapie et on réévaluera les pansements. Si le patient ne passe pas au bloc opératoire, on va le réévaluer quotidiennement pour voir s'il a besoin d'y aller. C'est la surveillance armée chez les patients difficiles. Vient ensuite la phase post-opératoire où le personnel paramédical est en première ligne. Pendant la première semaine, il faudra réaliser des pansements quotidiens. Le but de ces pansements, c'est d'assurer une détertion, à la fois mécanique douce avec des compresses, et puis chimique en utilisant des pansements de type alginate. Pansement quotidien effectué jusqu'au bourgeonnement de la plaie, généralement 7 à 10 jours après la prise en charge initiale. Évidemment, prise en charge de la douleur, la nutrition adaptée, etc., sont importants pendant cette phase. Voilà l'aspect typique d'un foyer opératoire d'une jambe à la fin de la première semaine. On a une jambe qui est propre, les tissus nécrotiques ont été débridés. Là, la peau a bien bourgeonné, on va pouvoir passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la mise en place du pansement aspiratif qui probablement permet d'accélérer la cicatrisation par le biais d'un drainage de l'œdème et d'une augmentation de la perfusion locale. Il faut compter environ 15 jours de VAC qu'on change tous les 3 jours. Le VAC permet un pont jusqu'à la greffe cutanée. Et vous avez ici les différents stades avant, à J7 et à 1 mois d'une greffe cutanée. La phase de rééducation est évidemment cruciale. Il faut savoir que 15% des patients environ seront amputés, 30% des patients auront des limitations fonctionnelles, essentiellement à cause de perte de mobilité articulaire. Il y a également des séquelles esthétiques avec cet aspect typique en morsure de requin. Et pour conclure dans les temps, j'insisterai sur le fait que les fasciites nécrosantes sont des infections graves, on l'a vu, qu'elles entraînent également des séquelles fonctionnelles
particulièrement invalidante. La prise en charge est, on l'a dit, multidisciplinaire. Il faut, autant que faire se peut, raccourcir le délai entre l'admission et le premier débridement chirurgical. Ce délai est affecté par le retard au diagnostic, par des facteurs logistiques, par des transferts indus de patients. Et il est raisonnable de penser que l'identification, l'organisation locale des soins avec la détection de patients... Ah oui, il m'a remis la première diapo, j'ai perdu le contrôle, c'est pas grave. L'identification de référents médicaux ou chirurgicaux permet d'accueillir au mieux ces patients et de réduire ce délai de prise en charge opératoire. Merci beaucoup.